Imaginez un instant, un garçonnet aux pieds nus, le regard rempli d'une unique lueur d'espoir, qui interpelle un millionnaire à un feu tricolore, pour lui poser la plus déconcertante des questions. « Monsieur, me permettez-vous d'aider votre fille à marcher de nouveau ?» Attention, ce récit ne parle ni de fortune, ni de prodige surnaturel. Il raconte un instant précis qui a absolument tout bouleversé. Et chaque mot est authentique. Ce n'était qu'un feu rouge de plus, dans une avenue animée du centre de Paris. Richard Laurent, un homme d'une richesse colossale et d'un silence de glace, était au volant de sa voiture de luxe. Sur le siège passager, sa fille de 10 ans, Émilie, regardait fixement par la fenêtre, ses jambes inertes, sanglées à son fauteuil roulant. Son accident avait tout changé. Son sourire, son rire, son avenir. Et Richard, malgré toute sa fortune, ne pouvait racheter ce qui lui avait été enlevé. Alors que les secondes s'écoulaient, une petite silhouette émergea d'entre les voitures. Sale, pieds nus et n'ayant pas plus de 11 ans, Léo Dubois s'avança vers le véhicule, les mains tremblantes, s'attendant à ce qu'une autre vitre se relève avec dégoût. Mais cette fois, quelque chose le fit s'arrêter. Il ne mendia pas. Il ne demanda pas de nourriture. Il regarda simplement l'homme et dit, la voix douce mais assurée, « Monsieur, me permettez-vous d'aider votre fille à marcher de nouveau ?» Richard dévisagea le garçon, stupéfait, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Émilie se tourna pour regarder Léo. Ses yeux, écarquillés d'un espoir fragile, rencontrèrent les siens. Et pendant un instant, un simple instant, le monde entier sembla retenir son souffle. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Des récits comme celui-ci sont rares. Si vous croyez aux miracles invisibles, au pouvoir d'un seul choix de tout changer, vous êtes au bon endroit. Ne vous contentez pas de regarder. Faites partie de quelque chose qui touche les cœurs. Léo Dubois n'avait pas de maison, pas de parents, pas de lit. Son univers était le bitume fissuré sous ses pieds et les restes qu'il pouvait trouver dans les ruelles. Mais derrière son visage barbouillé de saleté et ses vêtements déchirés, vivait quelque chose d'inhabituel, un sentiment profond, inexplicable, qu'il était destiné à plus. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait serré dans ses bras. Sa mère, Carla, avait disparu dans le brouillard de la toxicomanie quand il avait 6 ans. Elle lui murmurait parfois à l'oreille, entre des épisodes de rage et d'engourdissement. « Tu as quelque chose en toi, Léo, quelque chose de bien. » Il se raccrochait à ces mots comme à une bouée de sauvetage, même après son départ. Chaque nuit, Léo dormait sous le même pont rouillé, serrant fort un carnet rempli de croquis et de noms, des gens qu'il avait rencontrés, des gens qui souffraient. À côté de leurs noms, il griffonnait des notes. Madame Lefebvre, tous du sang. Un vieil homme près de l'arrêt de bus, voit mal. Il n'avait pas de médicaments, pas de formation, mais il croyait, d'une manière ou d'une autre, qu'il pouvait aider. Parfois, quand il touchait la main de quelqu'un, il sentait une chaleur pulser à travers lui. Une fois, un chien à la patte blessée lui lécha les doigts et quelques instants plus tard, il s'éloigna en boitillant, plus fort. Coïncidence, peut-être, mais Léo sentait quelque chose de plus profond. Il ne le comprenait pas. Il savait seulement, la douleur l'appelait, et quelque chose en lui répondait. La plupart des gens traversaient la rue quand ils le voyaient arriver. Il était habitué au regard dégoûté, au rejet, mais cela ne le rendit jamais amer. Léo ne demandait pas grand-chose, juste une chance de compter. Il rêvait de devenir médecin un jour, même s'il ne savait pas épeler la moitié des mots. Dans son imagination, il portait une blouse blanche, tenait des stéthoscopes et disait aux enfants effrayés « Tout ira bien ». Mais les rêves ne remplissent pas les estomacs, et l'espoir ne protège pas de la pluie. Pourtant, chaque matin, Léo se réveillait avec la même pensée. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aiderai quelqu'un qui a besoin de moi. Il ne se doutait pas que ce jour-là, le destin le mènerait au siège passager d'une voiture noire, où une petite fille, aux yeux silencieux, attendait un miracle que personne ne croyait possible. Le plus grand trésor de Léo n'était ni la nourriture, ni une couverture, ni même sa réserve secrète de pièces de monnaie, c'était ce vieux carnet élimé. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à des déchets, mais pour lui, c'était tout. Il l'appelait son
carnet des réparations. Il contenait les noms de ceux qu'il voulait aider, les choses qu'il observait, la souffrance qu'il ne pouvait ignorer. Certains noms étaient barrés, d'autres entourés. Chaque griffonnage était une promesse silencieuse. Un jour, je te guérirai. Il passait ses journées à errer d'un coin de rue à une ruelle, observant les gens, écoutant. Le monde le disait invisible, mais Léo voyait plus que quiconque ne le réalisait. Il observait la façon dont une vieille femme toussait en passant devant la boulangerie chaque matin. Il remarqua l'homme sur le banc aux yeux jaunâtres qui ne s'était pas levé depuis des jours. Ce n'étaient pas des étrangers pour lui, c'étaient des histoires attendant d'être guéries. Un jour, alors qu'il se promenait derrière une épicerie, il entendit de faibles gémissements. Derrière une pile de cartons se trouvait un chiot, la patte tordue de façon anormale, les yeux pleins de douleur. Léo n'hésita pas. Il s'agenouilla à côté de la créature, murmura quelque chose que lui seul pouvait entendre et posa doucement ses mains sur sa patte. Un picotement se répandit dans ses doigts. Il ne savait pas pourquoi cela se produisait, seulement que cela se produisait. Le chien cessa de pleurer. Une minute plus tard, il se leva, vacilla, puis s'éloigna en remuant la queue. Léo resta assis là, stupéfait, non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'une partie de lui y avait toujours cru. Cette nuit-là, sous le pont, il serra le carnet contre sa poitrine et sourit pour la première fois depuis des jours. « Peut-être que j'ai vraiment quelque chose en moi », pensa-t-il, « quelque chose de réel. » Il commença à se voir différemment, non plus seulement comme un gamin des rues, mais comme quelqu'un ayant un but. Il s'imaginait dans une clinique, peut-être même un hôpital. Des gens en blouse blanche passant, un enfant pleurant, et lui intervenant, calme et doux, disant « Ne t'inquiète pas, je peux t'aider ». C'était un rêve fragile, mais il brillait d'un feu vif. Léo savait que ce ne serait pas facile. Il savait que le monde n'ouvrirait pas ses bras à quelqu'un comme lui, mais pour la première fois, il ne se sentit pas petit. Il se sentit choisi, et il se promit. Un jour, j'utiliserai ce que c'est, quoi que ce soit, pour aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il ne se doutait pas que ce quelqu'un était déjà en route. L'espoir de Léo ne tarda pas à être mis à l'épreuve. Une semaine après l'épisode avec le chiot, il se retrouva près de l'entrée d'une bibliothèque publique. Une femme, âgée, frêle, toussait violemment en essayant de monter les marches. Les gens passaient à côté d'elle, indifférents. Léo regardait, le cœur battant. Ses doigts le démangeaient de cette attirance familière. « Aide-la ». Il s'avança, serrant son carnet comme un bouclier. « Madame ?» demanda-t-il doucement. « Je peux vous aider. Laissez-moi juste vous tenir la main. » Elle baissa les yeux sur lui, confuse et effrayée par son apparence. Cheveux sales, pieds nus, l'odeur des rues qui lui collait à la peau comme une seconde nature. « Qu'avez-vous dit ?» croassa-t-elle, la main sur la poitrine. « Je peux vous soulager, » murmura-t-il. « J'ai juste besoin de toucher votre main, s'il vous plaît. » Un homme à proximité entendit l'échange. Il était d'âge moyen, bien habillé, et n'avait aucune patience pour ce qu'il voyait. « Hé, éloignez-vous d'elle !» cria-t-il en se précipitant. Avant que Léo ne puisse s'expliquer, l'homme le bouscula violemment. Léo trébucha en arrière, s'écrasant sur le trottoir. Il essayait de la voler, aboya l'homme à une foule grandissante. Ces gamins des rues sont tous les mêmes, des petits menteurs dégoûtants. La femme, confuse et maintenant effrayée, ne dit rien. Elle se tourna et entra dans la bibliothèque sans un mot de plus. Léo resta au sol, écorché et humilié. Son carnet était tombé ouvert, les pages battant au vent. Quelqu'un le repoussa d'un coup de pied. Il ne se défendit pas, il ne pleura pas, il resta simplement assis là, hébété. Cette nuit-là, il n'écrivit rien de nouveau. Il n'ouvrit même pas son carnet. Il gisait sous le pont, les côtes douloureuses, la piqûre du rejet plus profonde que les ecchymoses. Et s'ils avaient raison, pensa-t-il, et si je n'étais qu'un gamin sale, avec des pensées stupides et des mains sales, et si ça, quoi que je ressente, ce n'était que dans ma tête, le doute s'installa. Les jours passèrent. Il cessa d'observer les gens, cessa d'espérer. La lumière qui avait commencé à grandir en lui vacilla dangereusement. Il ne pouvait pas comprendre. Il avait essayé. Sincèrement, tout ce qu'il voulait, c'était aider. Était-ce si mal?
La ville ne voulait pas de lui, le monde ne croyait pas en lui. Et lentement, Léo commença aussi à ne plus croire en lui-même. Il pleuvait sans arrêt depuis 3 jours. Froide, implacable et cruelle, tout comme la ville. Léo n'avait pas mangé depuis près de 48 heures. Les coins habituels qu'il connaissait étaient déjà pris par d'autres enfants, certains plus agressifs, plus âgés, plus territoriaux. Il le repoussait, le traitait de faible. L'un d'eux lui vola même son dernier morceau de pain. Il errait sans but, trempé jusqu'aux os, le carnet serré sous sa chemise pour le garder au sec. Ses doigts étaient gercés, la peau pelait, ses lèvres étaient bleues. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. À la tombée de la nuit, il se glissa sous un camion de livraison derrière un snack-bar, se recroquevilla sur lui-même et frissonna de manière incontrôlable. Son souffle sortait par saccades tremblantes. Sa poitrine lui faisait mal. Sa tête tournait. Il tombait malade, vraiment malade. Personne ne le remarqua. Personne ne s'en souciait. Et pour la première fois, Léo non plus. Peut-être que je n'étais pas censé aider qui que ce soit. Peut-être que j'étais juste destiné à disparaître. Il pensa à sa mère, à ses yeux fatigués, à la façon dont elle lui caressait les cheveux les bons jours. « Tu as quelque chose en toi, Léo. Quelque chose de bien. » Cela aussi avait-il été un mensonge? Des larmes se mêlèrent à la pluie sur son visage alors qu'il murmurait, à peine audible, « Je voulais juste faire quelque chose de bien avant de mourir. » Le monde resta silencieux. Plus tard, cette nuit-là, délirant de fièvre, il trébucha dans une ruelle et s'effondra à côté d'une benne à ordures. Il ne sentait plus ses mains. Son carnet glissa dessous sa chemise, atterrissant dans une flaque boueuse. Les pages se détrempèrent. L'encre coula. Les noms disparurent. Léo ne bougea pas. Il laissa faire. La seule chose qu'il avait, la seule chose qui lui donnait l'impression d'avoir un but, se dissolvait dans l'eau. C'est alors qu'il sentit une main sur son épaule. « Hé, mon garçon, ça va ?» C'était un vieil homme, visage ridé, manteau usé, voix douce. Il s'agenouilla à côté de Léo, le protégeant de la pluie avec un parapluie cassé. Léo essaya de parler mais ne put pas. L'homme, Monsieur Bernard, le souleva lentement, murmurant « Doucement maintenant ». Il emmena Léo dans une petite remise d'entretien voisine, éclairée par une seule ampoule vacillante. Il y avait un vieux lit de camp, un radiateur d'appoint et une odeur de vieux bois et de poussière. Monsieur Bernard l'enveloppa dans une couverture sèche, lui donna la moitié d'un sandwich et du thé chaud. Les mains de Léo tremblaient en tenant la tasse. « Ah, tu as un feu en toi !» dit l'homme doucement, comme s'il pouvait voir à travers Léo. « Mais le feu a besoin d'un abri, mon garçon. Tu ne peux pas brûler avec éclat si tu es toujours dehors dans la tempête. » Les lèvres de Léo tremblèrent. « Il ne me reste plus rien. Même mon carnet a disparu. » Monsieur Bernard le regarda longuement, puis dit « Si tu peux toucher le cœur des gens, tu n'as pas besoin de pages pour le prouver. » Léo s'endormit avec cette phrase résonnant dans son esprit fiévreux. Le lendemain matin, il était encore faible, mais sa respiration était plus régulière. Monsieur Bernard lui donna de la nourriture pour la route, lui tapota doucement le dos et dit « Certains d'entre nous sont destinés à faire plus que survivre. Tu sauras quand ce sera le moment. » Léo hocha lentement la tête, incertain s'il le croyait, mais en ayant profondément besoin. Il partit sans le carnet, mais avec quelque chose d'encore plus important qui recommençait à grandir en lui. Si ce moment a touché quelque chose en vous, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte ici. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un comme Léo, ou peut-être avez-vous été lui. Parlons-en. Parfois, un seul commentaire est le début de la guérison de quelqu'un d'autre. Les rues n'avaient pas changé, mais quelque chose en Léo avait changé. Il marchait plus lentement maintenant, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il écoutait à nouveau, ressentait à nouveau. La tempête en lui s'était calmée juste assez pour qu'une lueur d'espoir revienne. Son carnet avait disparu, mais les noms n'avaient pas quitté sa mémoire. Leur visage, leur douleur vivaient toujours en lui. Il entra un matin dans un parc tranquille, le corps encore endolori, mais l'esprit étrangement clair. Des enfants jouaient à proximité, leur rire comme une mélodie qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Au bord du chemin, un petit oiseau se débattait sur le sol.
l'aile pliée selon un angle anormal. Il s'agenouilla lentement à côté de lui. Personne ne regardait. Il n'y avait pas de foule, pas de pression. Juste lui, la terre et cette vie tremblante. Léo tendit la main, hésita, puis prit doucement l'oiseau dans ses mains. Il ne pria pas. Il ne parla pas. Il sentit simplement. Une chaleur parcourut sa poitrine, ses bras, ses doigts. L'oiseau cessa de trembler. Ses minuscules yeux clignèrent une fois, puis il sautilla, battit des ailes et s'envola dans les airs. Léo ne bougea pas. Il regarda simplement, bouche bée, les yeux écarquillés. C'était réel, toujours réel. Et cette fois, il n'y avait personne pour se moquer de lui, personne pour remettre en question ce qu'il ne pouvait pas voir. Seulement le silence et le vent, et une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Cette nuit-là, allongé sous une alcôve sèche près de la vieille bibliothèque, Léo repensa à sa mère. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle était pieds nus, défoncée, les yeux dans le vague. Mais elle s'était agenouillée à côté de lui avait pris le visage entre ses mains et avait dit avec une clarté inhabituelle « Tu n'es pas ici juste pour survivre, Léo. Tu es ici pour réparer ce que les autres ne peuvent pas. » Il ne l'avait pas compris à l'époque, mais maintenant cela signifiait quelque chose. Il n'était pas destiné à faire ses preuves. Il n'était pas destiné à supplier les gens de le croire. Il devait juste être prêt à essayer. Même si cela signifiait être rejeté à nouveau. Même si cela signifiait tomber à nouveau. Le lendemain matin, Léo se tenait devant une clinique bondée. Il n'entra pas. Il n'en avait pas besoin. Il attendit simplement, observa, et quand quelqu'un passait en boitillant ou se tenait la poitrine de douleur, il offrait le peu qu'il avait, un regard, une présence, une main. La plupart l'ignorèrent, mais pas tous. Et chaque fois que quelqu'un s'arrêtait, quelque chose se passait, petit, subtil, mais réel. Léo Dubois ne courait plus après son but. Il l'avait trouvé. Léo ne connaissait pas son nom. Juste qu'elle travaillait le matin à la clinique et portait toujours ses cheveux foncés en un chignon serré. Elle avait des yeux bienveillants et une voix qui ne s'élevait jamais, même lorsque la salle d'attente était remplie de bruit et de stress. Elle le remarqua le 3e jour. Il était de nouveau assis sur le trottoir, devant la clinique, tenant la main d'un garçon qui toussait, dont la mère remplissait frénétiquement des papiers. Léo avait simplement posé sa main sur l'épaule du garçon, doucement, sans dire un mot. La toux du garçon ralentit, puis cessa. L'infirmière Chloé se tenait sur le pas de la porte, observant. Plus tard cet après-midi-là, lorsque Léo revint sans intention d'entrer, elle l'appela. « Hé, gamin, viens ici !» Il se figea, s'attendant à ce qu'on lui dise de partir. Mais son ton était doux. « Comment t'appelles-tu ?»« Léo. Tu viens souvent par ici. Tu aides les gens ?» Il hésita, ne sachant quoi dire. « Je sens quand il souffre. J'essaie de l'arrêter. » L'infirmière Chloé ne rit pas. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle hocha simplement la tête lentement, puis ouvrit la porte latérale. « Tu peux t'asseoir dans le couloir. Ne dérange personne. » Ce couloir devint son nouveau monde. Il s'asseyait tranquillement, inaperçu de la plupart, mais présent. Les gens passaient devant lui, boitant, pleurant, se tenant le ventre. Léo n'intervenait que si quelqu'un le regardait directement, que s'il semblait vraiment ouvert. Une fille avec une crise d'asthme, un homme avec des douleurs articulaires, un bébé avec des coliques. Il n'a jamais prétendu les avoir guéris, mais parfois, il souriait après qu'il leur ait touché la main. Parfois, leur douleur diminuait, parfois, elle s'arrêtait. L'infirmière Chloé commença à lui apporter de la nourriture, un sandwich par-ci, une brique de jus par-là. Elle ne posait jamais trop de questions, mais elle commença à garder un œil sur lui glissant même une chemise propre un matin sans dire un mot. Pour la première fois depuis des années, Léo eut l'impression d'appartenir à quelque part. Il ne dormait pas devant la clinique, il ne voulait pas abuser de son hospitalité, mais chaque matin il revenait, s'asseyait dans son coin, écoutait, observait, aidait. La clinique devint un sanctuaire, pas seulement à cause de l'infirmière Chloé, mais parce que Léo était enfin autorisé à faire ce qu'il avait toujours cru pouvoir faire. Il était toujours invisible pour la plupart, mais pas pour tout le monde. Et c'était suffisant. Parce que Léo ne cherchait pas une scène, il cherchait quelqu'un qui avait besoin de lui.
Tout le monde ne l'accueillit pas. Le docteur Étienne Moreau, l'un des médecins principaux de la clinique, n'avait aucune patience pour les marginaux, surtout pas ceux qui restaient assis en silence dans les couloirs, observant les patients avec de grands yeux curieux. Il confronta l'infirmière Chloé un après-midi, son ton sec et froid. « Pourquoi y a-t-il un gamin sans abri assis devant les salles d'examen ? Ce n'est pas un refuge. » L'infirmière Chloé, calme comme toujours, répondit « Il ne fait de mal à personne. Il a plus aidé que vous ne le pensez. » Le docteur Moreau ricana. « Placebo, coïncidence, quoi que ce soit, je ne le veux pas ici. C'est un risque. » Léo entendit. Les mots le blessèrent plus qu'il ne s'y attendait. Un instant, il envisagea de ne pas revenir. Mais cette nuit-là, alors qu'il gisait recroquevillé derrière une librairie, il se souvint des mots de M. Bernard. « Certains d'entre nous sont destinés à faire plus que survivre. » Alors il revint le lendemain matin. L'infirmière Chloé ne dit rien, mais en passant devant lui, elle lui tendit un petit paquet de crackers. C'était sa manière silencieuse de dire « Tu es toujours le bienvenu ». Ce même jour, Léo la vit, la fille en fauteuil roulant, Émilie Laurent. Elle n'était pas à la clinique, elle était sur le trottoir, attendant à côté d'une élégante voiture noire. Léo reconnut immédiatement l'homme qui se tenait à côté d'elle. C'était Richard Laurent, le célèbre magnate de l'immobilier. Il avait vu son visage sur un panneau d'affichage une fois. Léo se figea. Émilie avait l'air fatiguée, pas physiquement mais émotionnellement. Ses mains reposaient sur ses genoux, immobiles. Ses yeux erraient mais ne se fixaient jamais. Quelque chose poussa Léo en avant. Il s'approcha prudemment, le cœur battant, ne sachant quoi dire, ne sachant même pas s'il le devait. Mais quand il les atteignit, elle se tourna et croisa son regard. Et quelque chose passa entre eux. Pas de mots, juste une reconnaissance. Non pas l'un de l'autre, mais de la douleur, de l'immobilité, de l'attente. Puis, instinctivement, Léo murmura « Monsieur, me permettez-vous d'aider votre fille à marcher de nouveau ?» Richard se tourna brusquement, surpris. Son premier instinct fut de repousser le garçon. Mais Émilie posa sa main sur celle de son père. « S'il te plaît, » dit-elle doucement. « Laisse-le faire. » Richard hésita, partagé entre l'incrédulité et la petite voix dans son cœur qui implorait un miracle depuis l'accident. Léo se tenait silencieusement, les mains le long du corps, le regard fixe. Il ne vendait rien, il ne promettait rien. Il offrait simplement, et pour la première fois de sa vie, quelqu'un qui avait tout était sur le point de lui donner une chance. Richard hésita, sa main planant protectrice près de l'épaule d'Émilie. Il étudia Léo, ce garçon mince aux joues creuses et à la résolution pieds nus, cherchant un signe de tromperie. Mais Léo ne broncha pas. Il ne s'agita pas. Il attendit simplement, les yeux fixés sur Émilie, comme s'il avait tout le temps du monde. Finalement, Richard s'écarta. Émilie leva les yeux vers Léo, sa voix à peine un murmure. « Peux-tu vraiment m'aider ? » « Je ne sais pas, » répondit Léo honnêtement. « Mais je veux essayer. » Elle hocha la tête, et Léo s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant. Il ne la toucha pas tout de suite. Il ferma d'abord les yeux, non pas pour prier, mais pour écouter, pour sentir cette étrange et chaude attraction au plus profond de lui qui guidait toujours ses mains lorsque les mots ne suffisaient pas. Puis, doucement, il posa ses paumes sur ses genoux. Rien ne se passa pendant un moment. Le bruit de la rue bourdonnait autour d'eux. Voitures qui passent, klaxons, gens qui murmurent. Richard s'agita mal à l'aise, le regret se formant déjà derrière ses yeux fatigués. Et puis Émilie inspira brusquement. « Papa !» Richard se pencha. « Qu'est-ce qu'il y a ? Je sens quelque chose. Chaud, comme à l'intérieur de mes jambes. C'est bizarre. » Ses doigts tressaillirent. Léo ne bougea pas. Ses yeux étaient toujours fermés, son visage calme, presque paisible. La voix d'Émilie s'éleva, tremblante de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Je peux sentir mes orteils. Je n'ai pas senti mes orteils depuis l'accident. » Une femme à proximité suffoqua un cri. Richard regarda, incrédule. Émilie posait ses mains sur les accoudoirs du fauteuil roulant. Elle poussa lentement, maladroitement. Le fauteuil grinça, puis elle se leva, vacillante, tremblante, mais debout. L'air autour d'eux changea.
C'était comme si tout le reste dans la rue s'était tu. Des téléphones s'élevèrent dans les airs, enregistrant. Un groupe d'adolescents s'arrêta net. Une serveuse, à l'intérieur du café, laissa tomber son plateau. Émilie fit un pas, puis un autre. Des larmes coulaient sur le visage de Richard, irrépressible, incontrôlé. Il se couvrit la bouche des deux mains et tomba à genoux à côté d'elle. « Oh mon Dieu, Émilie !» Elle le regarda, souriant pour la première fois depuis des mois. « Je suis debout, papa. Je suis vraiment debout. » Léo recula lentement, les yeux écarquillés, non pas de fierté, mais d'émerveillement. Il ne s'attendait pas à cela. Pas comme ça. Richard se tourna vers lui, pleurant toujours désorienté. « Comment? Qui es-tu » ? « Je ne sais pas, » dit Léo. « Juste quelqu'un qui veut que les gens arrêtent de souffrir. » Et puis, juste comme ça, il se tourna et s'éloigna. La foule commença à se rassembler autour d'Émilie et de Richard, tous voulant savoir ce qui s'était passé, qui était le garçon. Mais Léo ne resta pas pour expliquer. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il ne voulait pas de reconnaissance. Il voulait juste aider. De retour sur le trottoir, au coin de la rue, il s'arrêta pour un dernier regard. Émilie était debout, les bras enroulés autour du cou de son père. Les gens filmaient, pleuraient, applaudissaient. Mais Léo sourit, pas pour eux. Pour elle, elle était debout. Et pour la première fois de sa vie, il sut exactement qui il était. Les vidéos se répandirent sur Internet comme une traînée de poudre. Un garçon sans abri guérit une fille paralysée dans la rue. Miracle ou mystère? Le garçon aux mains guérisseuses. Le nom de Richard Laurent apparaissait dans tous les gros titres, mais il refusait les interviews. Il n'était pas intéressé par la célébrité, pas cette fois. Ce qui comptait pour lui n'était pas ce que le monde pensait, c'était ce qu'il avait vu de ses propres yeux. Mais Léo était parti. Il avait disparu dans la ville, aussi discrètement qu'il était apparu. Personne ne connaissait son nom de famille, personne ne savait où il dormait. Richard engagea des détectives privés, non pas pour l'exposer, mais pour le remercier, pour l'aider, pour lui donner quelque chose en retour. Dans les semaines qui suivirent, Richard commença à changer. Il se mit à visiter des refuges, des endroits devant lesquels il était passé toute sa vie sans y penser une seconde. Il fit des dons, oui, mais plus que cela, il écouta. Il apprit des noms. Il serra des mains. Il pleura parfois. Il créa même une fondation du nom de sa fille, le projet Émilie, axé sur l'aide aux enfants en situation d'extrême pauvreté, ayant des besoins médicaux et un soutien. Mais plus que des ressources, il s'agissait de dignité, d'espoir. Il ne le dit pas publiquement, mais chaque choix qu'il faisait était guidé par une présence invisible. Le garçon qui n'avait rien et qui lui avait tout donné. Cela prit près de 2 ans. 2 ans de recherche, de questions, à suivre les pistes les plus infimes. Et puis un jour, Richard le trouva. Léo avait 17 ans maintenant, plus grand, toujours mince, mais plus fort. Il portait une blouse d'hôpital d'occasion et se tenait à côté d'un lit d'hôpital dans une petite clinique gratuite à Belleville, posant doucement une main sur l'épaule d'un patient. Il ne vit pas Richard entrer. Il était trop concentré, trop présent. Quand Léo se tourna enfin et le vit, il se figea. Richard ne parla pas tout de suite. Il s'avança simplement et le prit dans ses bras. « Tu as tout changé », murmura-t-il. « Tu m'as changé. » Léo ne pleura pas. Il ne l'avait pas fait depuis des années, mais sa voix se brisa quand il dit « J'essaie juste de faire ce pour quoi j'ai été fait ». À partir de ce moment, Léo fit partie de leur famille, non pas de nom, mais d'amour. Richard soutint son éducation, son rêve de devenir médecin sans jamais rien demander en retour. Émilie venait souvent lui rendre visite. Elle marchait maintenant, complètement rétablie, et étudiait pour devenir kinésithérapeute. Elle disait que c'était sa façon d'honorer le cadeau qu'on lui avait fait. Léo ne prétendit jamais être un miracle. Il continua simplement son travail. Tranquillement, humblement, et ce faisant, il guérit bien plus qu'il ne l'aurait jamais su. Parfois, les personnes que l'on nous apprend à ignorer sont celles qui portent la plus grande lumière. Léo n'a jamais voulu de reconnaissance. Il n'a jamais couru après les gros titres. Il voulait seulement soulager la douleur de quelqu'un, même si personne ne connaissait jamais son nom.
Mais son choix, agir quand les autres détournaient le regard, a changé des vies. Et maintenant, nous vous demandons, si un garçon aux pieds nus sur un trottoir vous offrait de l'espoir, le croiriez-vous? Vous arrêteriez-vous assez longtemps pour écouter? Il y a des Léos tout autour de nous, des âmes silencieuses, des aidants invisibles, des gens qui portent la bonté en silence. Que se passerait-il si nous choisissions de les voir? Dites-nous dans les commentaires, auriez-vous laissé Léo toucher la main de votre fille? Parlons-en, honorons l'invisible. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Abonnez-vous pour plus d'histoires réelles de douleur, d'espoir et de transformation. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de plus de gens qui choisissent de se soucier des autres, surtout quand personne d'autre ne le fera.